Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Résurgence de Covid-19 à la Mecque, le Togo met en place des mesures pour sécuriser le retour de ses pèlerins. Plus de détails à suivre dans ce journal. Des pluies abondantes en cette saison pluvieuse entraînent des montées d'eau, voire des inondations par endroits, des travaux de construction d'un centre national. Des opérations d'urgence ont été lancées en début de semaine. La mission de ce centre, à découvrir avec le commissaire principal de police Simboou Akleso, chef du dit centre. Il est l'invité du journal. Le prix du bol du maïs n'est pas stable sur le marché, une situation qui inquiète les consommateurs pendant que les revendeuses de céréales se frottent les mains. Un reportage à suivre dans un instant. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche évoque les bienfaits des feuilles du moringa. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Plusieurs personnes ont trouvé la mort au cours du Hajj 2024. Parmi ces décès, des cas de Covid-19 et autres maladies respiratoires ont été détectés. Au Togo, les pèlerins vont commencer par rentrer à partir de demain lundi. En vue de limiter la contamination, le gouvernement a pris des dispositions. Docteur Kofi Agbetiavan, directeur préfectoral de la santé du Golfe. Beaucoup de mesures, effectivement, ont été prises par le gouvernement togolais. Disons que avant même leur départ de Lomé pour l'Arabie Saoudite, tous les pèlerins togolais ont reçu 3 vaccins. Il y a le vaccin contre la fièvre jaune, le vaccin contre la méningite et le vaccin contre la Covid. Donc le Togo a déjà pris ces mesures-là pour protéger ses pèlerins sur la terre de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un premier niveau de mesures quand même assez non négligeable. En dehors de ça, la coordination qui a conduit les pèlerins au niveau de l'Arabie Saoudite a remis un lot de bavettes de cache-nez à tous les pèlerins togolais. Il y a une équipe médicale togolaise qui a accompagné la délégation, qui leur donne des directives de proximité, les orientations, tout ce qu'il faut faire pour ne pas être exposé ou être contaminé. Arrivé à Lomé, eh bien, il y aura une autre équipe médicale qui va prendre le relais et qui va les accueillir à l'aéroport et leur faire aussi bénéficier d'un test de dépistage. Donc, Docteur Agbetiafa donne des conseils aux pèlerins, aux membres des familles des pèlerins et rassure la population. Je voudrais que la population soit rassurée. Le gouvernement a pris les taureaux par un compte et a anticipé que des 2000 et quelques pèlerins ont refusé la vaccination. Tous ont été vaccinés. Et ça a été une organisation de maître par le gouvernement. Tout ça là, c'est pour rassurer la population, pour leur dire que le gouvernement a déjà anticipé. On dit que prudence est mère de sûreté. Le gouvernement a une vision, a vu très loin qu'il faut déjà mettre en place un certain nombre de mesures. Donc c'est pour rassurer la population. Il ne faut pas que la population se contente de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, non. La vraie information, c'est celle-là que nous sommes en train de donner. Les gens aiment trop des informations à sensation. C'est ce que les anglo-saxons appellent le mankind. C'est le peuple de l'humanité. On vit avec, on est dedans. Mais que la population soit rassurée. Alors, ceci dit, il n'est pas conseillé que la foule puisse arriver à l'aéroport comme on le fait d'habitude, car nos parents arrivent de la Mecque, on veut prendre les premières bénédictions, c'est des festivités dans la communauté, non, tout ça, on doit les différer. Pas de comité d'accueil, pas de foule à l'aéroport, il y a la maison du Hajj, il n'y a rien. Les gens iront directement à la maison. Même à la maison, on n'a pas besoin d'avoir un comité d'accueil.
Et je le disais, un titre des plus abondantes arrose le Togo en cette saison pluvieuse, occasionnant des montées d'eau par endroits. Pour ce faire, le gouvernement multiplie des stratégies pour réduire des risques de catastrophe. La construction d'un centre national des opérations d'urgence au CNU en est un exemple. Que peut-on comprendre par opération d'urgence? Quelle est la mission de ce centre? Où en est-on pour le curage des bassins et caniveaux? Réponse à suivre en fin d'édition. Et parmi ces pèlerins, on peut trouver des producteurs agricoles qui ont besoin de ces pluies abondantes pour une bonne production du maïs. Par exemple, le prix du bol du maïs vacille sur le marché. Il va de 800 francs à 850 francs, voire 900 francs par endroit. Et ces prix inquiètent les consommateurs pendant que les revendeuses se frottent les mains. Reportage Odette Pira. Nous sommes au marché de Bonsimé. Les échanges entre les consommateurs et les vendeurs se passent de tout commentaire. Le prix du bol du maïs est le sujet de discussion, un prix que les revendeuses trouvent abordable. Le prix du maïs est à 850. Chez les fermiers, on paie à 800. Le déplacement, ça nous coûte cher jusqu'à la destination. Le prix est élevé. Il veut que le fermier va à 700 et nous on va venir vendre à 850. Ah bah ça on va à 800. Le maïs là c'est 850 le prix. C'est comme ça qu'on nous a servi au village. Même la semaine passée là, mardi à Gléy, c'est 850, 900 qu'on a vendu. C'est pourquoi c'est devenu comme ça l'Omé. Les acheteurs, eux, peinent à s'en procurer et interpellent le gouvernement. Comment je vais faire? Quand il y a des enfants, je dois faire l'effort pour acheter. C'est un peu cher. Le mil aussi, c'est un peu cher. Il faut dire au gouvernement de nous aider. Le maïs là, c'est trop cher. Dans les villages là, on l'amène ici là. On ne peut pas payer avant de manger même là. Ce n'est pas bon, c'est trop cher. On a qu'à diminuer le prix du maïs. Les produits dérivés du maïs, notamment la pâte, la bouillie, comme vendus aux abords des rues ainsi que dans les restaurants, ont beaucoup changé. On en parle demain. Ça, quand la vie était belle, on m'appelait Ebli Abadjradoleko. Le journal Geneviève Boni. Actualité internationale, les Français élisent ce dimanche leurs députés lors du premier tour des élections législatives anticipées. Les territoires d'outre-mer ont voté hier. Ce scrutin se tient à l'issue des élections européennes, marqué par la victoire du Rassemblement national avec 31,4% des voix. Emmanuel Macron avait annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale en application de l'article 12 de la Constitution. Il a également indiqué que des élections législatives anticipées se tiendront ce dimanche 30 juin et le 7 juillet prochain. Au Sénégal, les députés devaient se réunir hier matin pour un débat d'orientation budgétaire, mais le bureau de l'Assemblée nationale a finalement décidé d'annuler ce débat. C'est un nouvel épisode du bras de fer qui dure depuis plusieurs jours autour du refus du Premier ministre Ousmane Sonko de venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. L'opposition majoritaire dans l'hémicycle agite la menace d'une motion de censure. Un peu plus de 1,9 million de Mauritaniens étaient appelés aux urnes hier pour choisir le nouveau président. Sept candidats sont en lice avec la possibilité pour les Mauritaniens de faire le choix d'une alternance démocratique ou celle de réélire le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, candidat à un deuxième mandat. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, a demandé vendredi à la police judiciaire de traquer les auteurs du véné mortel, du régionalisme, de l'ethnocentrisme et de la xénophobie qui menacent le vivre ensemble dans son pays. La montée de la xénophobie est pointée du doigt dans un communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions, l'organe des militaires au pouvoir. La montée de ces discours dans le pays inquiète et les militaires ont dit stop. Il y a une semaine, le cercle de réflexion populaire sur la transition a dénoncé les discours de haine et de division relayés sur les réseaux sociaux et parfois même par les médias.
Au moins 18 personnes ont été tuées hier et 19 dans plusieurs attentats suicides dans la ville de Goza, dans l'état de Borno, Nigeria, dans le nord du pays. Selon les services de secours locaux, la police a de son côté fait état d'un attentat suicide ayant coûté la vie à au moins 6 personnes lors d'un mariage. Ces attaques non revendiquées rappellent le mode opératoire du mouvement Boko Haram très ancré dans cette région du pays frontalière avec le Cameroun. Sans transition, nous attendons la page magazine de ce journal. Vous le connaissez peut-être sous la domination de arbre de vie ou plante miracle. Il s'agit de moringa. Elle possède des propriétés multiples et tout dans cet arbre peut être utilisé en nutriments, en médicaments ou en cosmétiques. Ce dimanche, la rubrique bien-être fait découvrir les bienfaits de ces feuilles, un véritable trésor. Angèle Moutodji. Les feuilles de moringa regorgent de nutriments et de vertus qui font d'elles un allié précieux pour la santé. Véritable mine d'or nutritionnelle, les feuilles de moringa contiennent des vitamines A, B1, B2, B3, C, E et K, essentielles pour de nombreuses fonctions vitales de l'organisme. Elles renferment aussi des minéraux tels que le calcium, le fer, le potassium, le magnésium, le zinc et le phosphore, également indispensables pour le bon fonctionnement du corps. Les feuilles de moringa disposent des propriétés anti-inflammatoires. Elles protègent contre le stress, améliorent la digestion, régulent la tension artérielle, tout en diminuant le taux de cholestérol. Ces feuilles participent au renforcement de la santé des os et à l'amélioration de la santé de la peau et des cheveux. Enfin, les feuilles de moringa luttent contre la fatigue en stimulant la production d'énergie et en améliorant la vitalité. Angèle, vu ces nombreux bienfaits, comment consommer alors les feuilles de moringa? Les feuilles de moringa peuvent être consommées de différentes façons: fraîches, séchées, en poudre, en infusion et en capsule. La poudre peut être ajoutée au yaourt, aux soupes, aux sauces et aux plats mijotés. En infusion, les feuilles peuvent être infusées comme du thé. Fraîches, ces feuilles peuvent être consommées en salade ou cuites comme des légumes. Mais avant de prendre les feuilles de moringa, il est important de consulter un médecin, surtout si vous êtes femme enceinte, nourrice ou si vous êtes sous un traitement. Au prochain numéro, nous allons vous parler des bienfaits de ces graines. Autre sujet de cette édition, elle s'accompagne souvent d'un large éventail d'émotions négatives telles que la tristesse, la colère, la peur et la solitude. La déception amoureuse, petite sœur du chagrin, touche généralement les jeunes à un moment de l'existence. Comment surmonter la déception amoureuse? Réponse dans ce magazine de Tchangai Solim, Rebecca Gogomna. La déception amoureuse, généralement appelée goumé dans le jargon des jeunes, touche bon nombre de personnes. On pense avoir trouvé la bonne personne jusqu'à ce que les promesses et les rêves prennent fin de façon inattendue. L'amour n'est qu'une illusion selon quelques personnes ayant vécu la déception amoureuse. Il y a de cela à peine une année que j'ai eu ça. C'était assez difficile, c'était très difficile même. Parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que quelque chose se passe, tu te rappelles de ça et puis ça te fait vraiment mal. J'étais avec une fille que j'adorais beaucoup au départ qui faisait aussi semblant de m'aimer. À un moment donné, je commence par voir que honnêtement ce n'est pas ce que j'ai cru au départ. Je remarque que la gosse est une véritable bombe. J'ai eu même à pleurer. Alors qu'au départ on se promettait qu'on allait vivre de belles expériences, de bonnes aventures. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Je découvre que non, le caractère et l'attitude de cette personne et moi ça peut jamais marcher. Une déception amoureuse est comme un échec dans la vie. Face à cette situation, tout le monde s'en sort à sa manière. Comme j'aime beaucoup l'écriture, du coup je passais mon temps à écrire et ça m'aidait vraiment parce qu'à chaque fois que je voulais penser à ça, je me souviens vraiment de prendre mon ordinateur et de me mettre à écrire. Surmonter une déception amoureuse est un processus long et difficile, mais il est possible de s'en sortir. Tété Yao, coach en développement personnel. La première des choses, c'est déjà oublier le passé. Oublier que on a vécu des situations inoubliables et s'orienter véritablement vers l'avenir. Aucune situation n'est pérenne. La deuxième chose,
c'est de savoir que vous venez d'être débarrassé de la mauvaise personne et donc vous devez prendre un bon recul pour pouvoir voir qui sera la bonne personne dans votre vie, qui pourra vous accompagner, avec qui vous pouvez vivre le reste de votre vie. Autre chose, c'est de se pardonner à soi-même et de pardonner aussi à l'autre partenaire pour tout ce qui peut se passer. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, vous n'aurez pas la paix du cœur, vous n'aurez pas la tranquillité qui peut vous faire encore du mal. Et si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre partenaire, vous allez le garder et ça va vous ranger tout au long de votre vie. Les déceptions amoureuses font partie de la vie. Elles sont douloureuses, mais peuvent aussi être des opportunités de croissance personnelle. Et puis, nous l'annoncions plus haut, vers une réduction des catastrophes naturelles au Togo, les autorités ont lancé en milieu de semaine les travaux de construction du Centre national des opérations d'urgence. C'est nous. Que peut-on comprendre par opération d'urgence? Quelle est la mission de ce centre? Où en est-on pour le curage des bassins caniveaux? Pour en parler, Azonko Sénamé a tendu le micro au commissaire principal de police, chef du CENU, Simboou Akleso. Il est l'invité du journal. Mon commissaire, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-nous quelles sont les raisons qui expliquent la pose de la première pierre pour la construction du CENU. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous accordez aux questions de gestion des catastrophes. Depuis 2017, le gouvernement a adopté la politique nationale de protection civile, surtout la gestion des catastrophes, et a créé la même année l'ANPC. Et donc, pour coordonner les urgences, il était nécessaire de pouvoir mettre en place un centre national des opérations d'urgence, et le gouvernement, avec l'appui des États-Unis à travers la Garde nationale d'Afrique du Nord, a eu à faire la pose de la première pierre pour la construction de ce centre. Quelle est la mission assignée à ce centre? Qui dit centre des opérations dit un emplacement, un local, où l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la gestion d'une urgence se retrouvent pour pouvoir collecter les informations, les traiter, aider les autorités administratives et politiques à pouvoir prendre une décision, et la décision qu'ils prendront, les techniciens qui seront sur le terrain vont pouvoir les mettre en œuvre. Alors, je précise que ce centre n'est pas seulement pour l'ANPC, mais également tous les acteurs, les ministères, par exemple la santé, les pompiers, l'armée, la police, la gendarmerie, l'action sociale, bref, c'est que tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, élargie même aux partenaires du système des Nations Unies et ONG, sont concernés parce que quand il y a une urgence, chacun a son rôle. Et donc, au niveau du centre, quand une situation se produit, comme les inondations actuellement, on se retrouve et chacun selon son rôle collecte les informations et ensemble on fait le point. Quelle est la situation? Où sont les quartiers par exemple qui sont inondés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sauver des gens? On fait le point. Est-ce que les pompiers sont déjà là? Est-ce qu'il y a une autre structure? Et au fur et à mesure, on essaie de coordonner les actions afin d'être plus efficace pour une gestion rationnelle des ressources. Que peut-on comprendre par opération d'urgence? C'est une opération qui doit être menée rapidement, sans délai, pour pouvoir réduire les impacts négatifs. Par exemple, sauver les vies, par exemple, apporter des soins, apporter tout ce qui est logement, tout ce qui est abri, apporter de la nourriture, intervenir pour éviter que le danger ne s'accentue, ou bien arrêter le danger, ou bien apporter une réponse rapide. Donc, opération d'urgence, c'est une intervention d'urgence, rapidement, sans délai. Si on demandait de nous situer, où peut-on trouver réellement ce centre qui sera opérationnel en décembre prochain? Le Centre national des opérations d'urgence se trouve dans la commune de Golf 5, juste après l'Estao en venant de la ville de Lomé, à gauche après l'Estao, ou bien en venant de GTA, juste après la station T-Oil à droite. Où en est-on pour le curage des bassins et caniveaux? À ce jour, nous pouvons dire que les caniveaux sont en train fortement de curer. Si vous allez au niveau du CMS Agoué, le tronçon contournement allant jusqu'au niveau du stade Agoué, vous allez remarquer que le curage se fait. Donc pour ne citer que ces endroits, juste pour dire que depuis début mai, sur les instructions du ministre de la Sécurité de Madame le Premier ministre, les acteurs de gestion des urgences sous la coordination de l'ANPC ont intensifié leurs actions. Également, tout ce qui est pompe qui était un peu défectué à ce jour, il y en a qui ont été réparés, il y en a qui sont encore en réparation pour pouvoir renforcer les capacités d'évacuation et de traitement des eaux. Simboou Akleso, je rappelle que vous êtes commissaire principal de police, chef du Centre national des opérations d'urgence. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup.
Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Résurgence de Covid-19 à la Mecque. Le Togo met en place des mesures pour sécuriser le retour de ses pèlerins. Vous avez suivi des détails dans ce journal. Le prix du bol du maïs n'est pas stable sur le marché, une situation qui inquiète les consommateurs pendant que les revendeuses de céréales se frottent les mains. Vous avez suivi également un reportage dans cette édition. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg